Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'éphémère réalisé depuis, vous le voyez, cette superbe baie de Cannes. Alors pour commencer, on va vous emmener dans les profondeurs de la Méditerranée à la rencontre du mérou, une espèce protégée qui est de retour dans ces eaux grâce à différentes mesures de protection. On va en parler dans un instant avec notre invitée Marie-Jeanne, mais avant cela, l'équipe de l'éphémère vous en dit plus sur ce géant à grande bouche. Icône des profondeurs, à la fois pour sa taille et sa rareté, le mérou brun fait partie des 8 espèces recensées en Méditerranée. Ce super prédateur, situé en haut de la chaîne alimentaire, est classé espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il a une reproduction qui n'est pas très importante par rapport à beaucoup d'autres poissons. Il est dans les zones où il y a souvent l'homme qui va chasser, pêcher, plonger. Donc du coup, il est un peu plus visible que d'autres espèces qui sont au large. Et comme il se reproduit beaucoup moins que d'autres, il court un danger parce qu'il suscite ou l'intérêt des plongeurs ou celui des chasseurs, des pêcheurs. Après des décennies de surpêche et de braconnage, l'espèce avait quasiment disparu. Un moratoire, instauré en France depuis 1993, interdit la chasse sous-marine et la pêche à l'hameçon. Depuis plusieurs années, Carl Perret arpente les fonds marins de la région. Il constate que les mérous sont en train de reconquérir leur territoire. Sur nos différents sites de plongée où on va régulièrement, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on voyait beaucoup de mérous de type juvénile, c'est-à-dire des petits mérous pas très gros. Et c'était rare de voir des gros mérous adultes sur ces sites-là. Maintenant, on voit des mérous qui sont de plus en plus sédentaires, qui restent vraiment sur le même endroit. Et d'année en année, on les voit vraiment évoluer et on voit des mérous de plus en plus gros. Et c'est vrai que l'espèce quand même prolifère de plus en plus. L'abondance de mérous traduit aussi le bon état de la chaîne alimentaire, la présence d'une nourriture riche et l'expression d'une pression de braconnage et de pêche modérée. Selon un récent rapport de la WWF, le mérou se porte mieux en Méditerranée. En 30 ans, sa population a nettement augmenté, notamment dans les zones protégées. Et comme promis, on se retrouve avec notre invitée Marie-Jeanne Arguel, cofondatrice de l'association Nature Dive, une association qui est engagée dans la protection de l'univers marin. Alors je sais, on me l'a dit, que vous êtes aussi plongeuse. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser des géants à grande bouche? Sous l'eau en tout cas. Oui, tout à fait. Sur les sites de plongée loisirs où on va, c'est fréquent qu'on croise des mérous et ils vivent en groupe. Donc si on en voit un, généralement, il y en a d'autres et on retourne les visiter régulièrement. Ils restent au même endroit. Alors, le mérou, jusqu'à 1,50 m de long, 50 kg, il peut vivre jusqu'à 60 ans. Et petite spécificité, il peut changer de sexe durant sa vie. Alors oui, il va changer de sexe, plus il grandit. Et en fait, plus le juvénile il passe à reproducteur. Et le plus gros des reproducteurs, c'est le mâle. Donc si le mâle disparaît, c'est la plus grosse femelle qui devient mâle à son tour. C'est aussi un super prédateur. On l'a vu dans le reportage, il est tout en haut de la chaîne alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça permet quoi ça? En fait, il a un territoire et c'est un opportuniste. Donc sur son territoire, quand il y a une espèce qui vient à devenir abondante, il va manger spécialement cette espèce. Par exemple, les poulpes. Et pendant qu'il s'occupe de réguler les poulpes, il y a d'autres espèces qui vont en profiter pour se développer. Donc par exemple des crabes qui vont devenir abondants. À ce moment-là, quand il part sur son territoire, il trouve une espèce qui est abondante, il la mange. Donc c'est lui qui sert de régulateur et qui empêche qu'il y ait des espèces qui deviennent envahissantes. D'où l'importance que c'est lui qui va équilibrer l'écosystème. S'il n'y a plus de mérou, il va y avoir certaines très bien. Trop de crabes, C'est lui le régulateur naturel de notre écosystème, tout à fait. S'il est là, c'est qu'il y a beaucoup à manger.
Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci, merci Marie-Jeanne pour cet éclairage. J'ajoute qu'en plus d'observer et d'analyser, eh bien, votre association Nature Dive sensibilise aussi le jeune public à la faune et à la flore sous-marine. Vous êtes même en train, on va le voir, de rénover un bateau pour embarquer les enfants dans des explorations. L'école à la mer, c'est le thème de notre second reportage dans Éphémère. Une seconde vie pour Cap Corse. Cet ancien remorqueur se refait une beauté grâce aux bénévoles de l'association Nature Dive. Dans quelques jours, il reprendra la mer pour de nouvelles missions. L'usage que l'on va en avoir, c'est vraiment éducatif et aussi support de travail pour nos activités. Donc, sur la partie éducation et sensibilisation à l'environnement, donc ça va être avec les scolaires en particulier, ça va être lors d'animation avec le grand public. Donc un outil de base pour aller un petit peu différent, pour ramener le public en mer et puis mettre en place des ateliers. L'association accompagne les projets en pleine nature, comme les aires marines éducatives, des petites zones de littoral gérées de manière participative par les élèves et leurs enseignants. Depuis 2001, l'aire marine éducative de Théoul-sur-Mer regroupe les écoliers de la ville pour mieux appréhender les enjeux de la mer. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le littoral. Les enfants, bien qu'habitant à Théoul-sur-Mer, le connaissaient très mal. Et on s'est rendu compte que pour qu'ils le préservent, il fallait qu'ils le côtoient. Avec l'étoile de mer. Il a 5 dents. Aujourd'hui, le cours de biologie se passe au bord de la mer. 10 fois par an, les enfants explorent le terrain et font des expériences et des récoltes. Ils apprennent à mieux connaître le milieu marin et deviennent de véritables éco-citoyens. Les élèves sont des vrais ambassadeurs pour la mer et quand ils arrivent à la maison, ils essaient de faire apprendre aux parents ce qu'ils ont appris. Ils essayent de sensibiliser leurs parents et des fois, par exemple, on observe des changements de comportement même parmi les adultes. Lancé en 2016, le réseau des aires marines éducatives compte aujourd'hui 261 projets dans l'Hexagone, en Corse et dans plusieurs départements ultramarins. Marie-Jeanne, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce reportage, c'est que les enfants qui vivent dans ce cadre, en bord de mer, finalement ne connaissent pas vraiment ce qu'il y a sous l'eau. C'est un peu paradoxal. Alors c'est effectivement ce qu'on a pu remarquer, et même des adultes qui ne sont jamais allés sous l'eau. Donc c'est l'idée en fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'y intéresse, parce que à travers Hollywood en fait on a peur d'aller voir ce qu'il y a sous l'eau, alors qu'en réalité chez nous il n'y a pas de danger. C'est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Alors ça les familiarise effectivement et ça leur apprend à respecter finalement. Quand on connaît, on a envie de protéger. Il y a 2 AME, donc des aires marines éducatives. On en a 2 ici à Cannes, à proximité. Il y a le Mouret Rouge, où on se trouve. Et puis, juste en face, il y a l'île Sainte-Marguerite. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ces AME? Alors, c'est intéressant parce que dans une toute petite zone, finalement, on a une concentration de différents usagers. Donc, on présente aux enfants à la fois les métiers des gens qui habitent au bord du littoral, et aussi finalement la nature qui est à même pas 10 mètres de là où ils exercent leur métier, et qu'est-ce qu'on va trouver sous l'eau. On a la chance d'avoir dans ces 2 zones-là tous les habitats de la Méditerranée qui sont représentés, donc le sable, les petits fonds rocheux, la posidonie, cet herbier qui vient protéger la plage. Et les enfants découvrent ça avec beaucoup de joie et ont très hâte de rentrer chez eux, raconter tout à leurs parents. Et c'est peut-être aussi l'occasion de susciter des vocations. Restez avec nous, Marie-Jeanne. C'est le moment de rejoindre Émilie Rousseau pour le tour d'horizon de l'actualité de la mer en moins d'1 minute. Ça, c'est une promesse qu'on vous fait. Et on va tout de suite retrouver Émilie. Elle est à Monaco, justement, sur une aire marine éducative. Bonjour, Émilie. Oui, Franck, Monaco qui met la protection de la mer au cœur de son action. Elle a d'ailleurs organisé il n'y a pas si longtemps que ça la Monaco Ocean Week. Mais pour commencer, je vous emmène à Antibes avec ces images de l'un des plus majestueux voiliers toujours en navigation. Je veux parler du Belém, le 3-mâts nantais, construit en 1896, a fait escale au Port Vauban dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'était le
pour le plus grand plaisir du public, vous vous en doutez. Et si vous l'avez manqué, eh bien il faudra attendre les fêtes maritimes de Brest en juillet prochain pour sa prochaine apparition. Et puis, autre image, autre ambiance. Regardez bien, ce petit être, c'est le Leviapsedes tethys. C'est le nom scientifique donné à ce crustacé qui n'avait jamais été observé auparavant. Cette micro-crevette a été recensée dans une faille sous-marine au large de Bagnols-sur-Mer, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Elle mesure moins d'1 centimètre et vit à 600 mètres de profondeur. Et enfin, une idée sortie, mais à 5 mètres de profondeur cette fois. C'est l'écomusée de Cannes qui vous permet de découvrir 6 statues immergées de l'artiste Jason de Kertelor, et tout ça avec un simple masque, un simple tuba et un maillot de bain également. Le musée sous-marin est situé à seulement quelques encablures de vous, Franck, entre les 2 îles de l'Érins. Alors, quand est-ce qu'on va le découvrir ensemble ? Je ne suis pas sûr, Émilie, de vous suivre pour aller se baigner. L'eau est encore un peu trop fraîche pour moi. Plus sérieusement, Marie-Jeanne, ce musée sous-marin dont parlait Émilie il y a quelques instants, il permet aussi de protéger cet écosystème sous-marin. Alors oui, tout à fait, parce qu'il est situé entre les 2 îles de l'Érins, dans une zone où les plaisanciers aiment bien aller poser leur bateau. Et cette zone-là, elle est délimitée par une ligne de bouée tout autour qui empêche les bateaux d'aller poser leur ancre sur ce musée. Donc ça fait une belle zone où on a des morceaux de Posidonie et aucun prélèvement n'est autorisé. Donc on peut aller y nager, on peut aller découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous. Et également faire des photos, souvenirs et voir les poissons qui se sont réappropriés le terrain. C'est une belle perspective de balade. Merci beaucoup Marie-Jeanne Arguel d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de l'association Nature Dive. Et pour en savoir plus sur cette association qui est engagée dans la préservation de l'univers sous-marin, eh bien, c'est un site internet naturedive.com. Merci Marie-Jeanne. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour un nouveau numéro de Éphémère.